Bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter, l'étude des DREPatient qui est menée par le cabinet, Argo Santé en collaboration avec la filière MCGRE et soutenue par, la FMDT SOS Globi. Cette étude, elle est financée par la société de biotechnologie, Bluebird Bio et elle est menée en totale indépendance par rapport à ce sponsor, sur tout le processus, à partir de la conception jusqu'à l'analyse des résultats. C'est une étude dont on vous a déjà parlé, en juin dernier. Elle venait d'être lancée à l'époque, heu et aujourd'hui, on est vraiment ravis de vous en présenter les premiers résultats. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est revenir rapidement sur les objectifs de l'enquête, son contenu et son déroulement, pour ceux qui n'étaient pas là en juin dernier ou qui ne se souviennent pas très bien et puis, vous présenter la population des répondants et quelques premiers résultats. Surtout, c'est important que vous notiez qu'il s'agit ici de résultats préliminaires, qui ont besoin d'être consolidés, avec l'aide du conseil scientifique, qui nous accompagne depuis le début de ce travail. Mais effectivement, comme nous trouvions un peu frustrant de ne vous présenter que la population des répondants, on s'est permis d'y ajouter quelques premières tendances qui sont à prendre avec des pincettes, hein, mais qui offrent déjà des pistes de réflexion. Le but de cette étude, c'était principalement de faire une photographie de qui sont les personnes malades aujourd'hui en France, dans quel état de santé est-ce qu'elles se trouvent et puis comment est-ce qu'elles et leurs familles et notamment également les parents d'enfants malades vivent au quotidien. On voulait savoir quels sont les impacts de la maladie sur tous les aspects de leur vie et aussi de quoi est-ce que ces personnes, ces familles ont de quoi est-ce qu'elles ont besoin pour, mieux vivre, avec leur maladie? Et ce qu'on espère, c'est, apporter déjà les premières données françaises sur le sujet, puisque à l'heure actuelle, on n'a aucune donnée, disponible et puis aussi rendre les patients et puis leurs familles, acteurs et actrices de leur maladie en leur permettant de parler de cette maladie, leur servir un peu de porte-voix en quelque sorte pour pouvoir également adapter l'accompagnement aux besoins qu'ils expriment. Alors en termes d'organisation, cette étude, elle avait été lancée au tout début en novembre 2019. On s'est tout de suite entouré, d'un conseil scientifique pluridisciplinaire composé d'experts cliniciens adultes et pédiatriques, de psychologues, de sociologues, d'un méthodologiste et puis de représentants d'associations de patients, pour pouvoir concevoir cette étude, élaborer les questionnaires et une fois ce travail fait, on a, eu un avis favorable du CPP en mai 2020 et l'enquête a été mise en ligne, en juin 2020. Effectivement, il s'agit d'un questionnaire qui était anonyme, auquel, les personnes répondaient heu, en ligne directement, voilà. On a eu donc, toute une phase de recrutement, de relance, de point de situation, heu, de juin 2020 à avril 2021 et c'est à ce moment-là que donc on a, arrêté l'étude s'est arrêtée et on est actuellement dans la phase d'analyse des réponses, pour espérer, diffuser les résultats, fin 2021. Le but, c'était de recruter au moins 1 000 répondants et les critères d'inclusion ont été, on voulait que ce soit des patients majeurs ou alors des parents d'enfants malades qui répondent, et atteints de drépanocytose majeure. Alors je vais, et j'ai oublié, pardon, de vous dire qu'on avait, testé le questionnaire, auprès du conseil scientifique et puis également de patients. Et donc je vais revenir, assez rapidement en fait sur le questionnaire. L'idée, c'est de vous donner un peu, une idée du contenu de ce questionnaire. Hem, C'était une enquête, en je dirais à tiroir. En fait, les questions s'adaptaient en fonction des réponses données. C'était un questionnaire assez long. On avait estimé à peu près à 20 minutes de réponse. Il faut savoir qu'il y avait à peu près 80 questions qui étaient posées systématiquement à tous les répondants et jusqu'à 150 questions au maximum, pour certains répondants. Hem
Et il faut aussi également garder en tête que certaines questions concernaient, la personne malade et d'autres, le parent de l'enfant malade. On parle donc de répondant pour la personne qui a répondu et puis, de personne malade lorsque la personne qui répondait était concernée par la maladie ou lorsque c'était, un enfant. Donc on s'est intéressé à savoir si donc la personne qui répondait était un parent ou une personne concernée, avoir quelques caractéristiques sociodémographiques, l'âge, des personnes malades, leur pays de naissance, leur situation familiale et puis ensuite, à leur, état de santé. Connaître un petit peu, les différentes complications qu'il connaissait, le nombre d'hospitalisations, les interventions, les transfusions, le traitement de fond et cetera. Ensuite, ce qui nous a intéressés, c'était de connaître, le parcours scolaire, de la personne malade. Savoir, son niveau d'études, quelles pouvaient être les répercussions de la maladie sur, l'ensemble de son parcours, si des aménagements avaient été mis en place et cetera. Et puis les difficultés qui pouvaient être connues également par les personnes, dans leur parcours scolaire. Hem, la partie suivante concerne, l'insertion et l'emploi, cette fois-ci de la personne malade lorsque c'est un adulte ou de ses parents. On cherchait à savoir si la maladie avait un impact sur l'ensemble de la vie professionnelle, d'une personne qui était malade, mais également si, les parents d'enfants malades, avaient d subissaient les conséquences, de la maladie de leur enfant et puis s'ils avaient, besoin d'un soutien, hem, pour améliorer, leur qualité de vie au travail et également quelles difficultés ils rencontraient. On s'est intéressé ensuite à la situation matérielle et économique du foyer du répondant. Donc cette fois-ci, le répondant, personne malade ou le répondant parent d'enfant malade. Hem et puis, enfin à, la qualité de vie de la personne malade ou, de ses parents lorsqu'il s'agissait d'enfants. Et puis les répondants avaient la possibilité de laisser un commentaire libre également. Alors, on va en venir, à des choses un petit peu plus, concrètes. On a donc 1 088 personnes qui ont répondu à l'enquête, c'est vraiment, vraiment satisfaisant, puisque le cap des 1 000 répondants est dépassé et on tient vraiment à remercier toutes les personnes qui sont impliquées pour communiquer autour de cette étude et puis pour y répondre évidemment aussi. Hem, alors, heu, les, pardon, donc 51 des patients qui ont répondu environ, vivent en Île-de-France, et puis, on a une forte représentation des DROM également avec 13,4 des répondants, ce qui est plutôt, représentatif, de ce qu'on sait de l'épidémiologie de la drépanocytose, en France, avec, peut-être, quand même sous-représentation de la région PACA où on sait qu'il y a quand même une, beaucoup de patients atteints de drépanocytose et également peu de répondants en Guyane alors que c'est un département qui est plutôt, fortement touché. Parmi donc ces 1 088 répondants, évidemment, il a fallu faire un nettoyage de la base et donc il y a, près de 200 patients, un petit peu moins de 200 patients qui avaient répondu à moins de 20 réponses. Et donc ces patients-là, on ne les a pas conservés puisque ce n'était pas suffisant pour avoir assez d'informations. Effectivement, c'était un questionnaire qui était assez long. Ça a pu, décourager certaines personnes et bon, on a quand même, 885 questionnaires donc qui restent, pour le moment. On a toujours quelques contrôles en cours, mais on devrait quand même s'acheminer vers, un total de 880 patients. Alors, en ce qui concerne donc la population des répondants, donc attention, ici on parle, de la personne concernée à la fois, mais aussi des parents d'enfants malades. Vous voyez sur ce graphe donc le nombre de répondants en fonction du sexe et de savoir s'ils sont concernés ou s'ils sont un parent d'enfant malade. Hem, Ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc 3/4 de personnes concernées qui ont répondu et 1/4 de parents. Alors vous voyez que les parents sont
je ne sais pas si vous voyez ma souris. Les parents sont principalement des mamans, hein, 85, et puis que, en règle générale, c'est principalement des femmes qui ont répondu. On a 73 de répondants qui sont des répondantes. 3/4 d'entre eux ont le français comme langue maternelle et 54 des répondants ont, des enfants avec en moyenne 1,3 enfants par répondant. Hem, alors ensuite, la population donc, pour la suite de la description de répondants, la moitié des personnes qui ont répondu à l'enquête, sont en activité. Heu, il y en a une personne sur 5 qui est sans emploi. Alors sans emploi, ça comprend les personnes qui sont au foyer, qui sont en invalidité et qui sont, encore en études. Il y a 35 étudiants qui sont dans cette catégorie et puis, 1 personne sur 5 est en recherche d'emploi. En termes de revenus, donc là, on a demandé les revenus mensuels, de l'ensemble des membres du foyer, ce qui comprend les salaires, mais également, les allocations qui peuvent être perçues, par les foyers. Ici, on a posé la question uniquement aux parents d'enfants malades et aux adultes qui sont logés par leurs propres moyens, qui ne représentent que 66 des adultes malades. On y reviendra un petit peu plus tard. Je vais vous parler maintenant, donc des adultes malades, c'est-à-dire que maintenant on va passer, aux adultes qui ont répondu pour eux-mêmes à l'enquête. Donc on a 653, répondants, 70 sont des femmes, hem, donc qui ont entre, 0 et 5 enfants et 35 de ces enfin pas que les femmes, mais l'ensemble de la population a entre 0 et 5 enfants et 35 donc de ces personnes sont nées en Afrique subsaharienne, et sont arrivées, donc ont un âge médian d'arrivée en France qui est de 19 ans. Hem, les, 3/4 des répondants ont la nationalité, française et alors effectivement, donc 63 des personnes malades vivent seules, et 38 ont des enfants et parmi celles-ci, 1 sur 5 a au moins un enfant malade. À savoir que, on demandait aux personnes qui avaient plusieurs enfants de répondre au questionnaire pour chacun de leurs enfants. Alors c'est assez compliqué de voir ça, parmi, les données, mais a priori, très peu l'ont réellement fait. C'est vrai que c'était un questionnaire qui était assez long et donc arrivé au bout, on pense que les personnes n'ont pas voulu répondre à nouveau pour un deuxième enfant. Hem et donc, ces adultes malades, donc là, on voit que, on a un petit peu moins de personnes, qui sont en activité par rapport, à la population globale. Donc et les personnes sans emploi et on a eu donc 126 personnes qui étaient sans emploi qui ont répondu, dont, 35 sont encore étudiants. Ce que vous pouvez voir, heu, ici en bas, c'est, les personnes donc on leur demandait si elles étaient logées par leurs propres moyens ou chez leurs parents. Donc dans la catégorie des personnes de 18 à 24 ans, on a une majorité de personnes qui vivent, chez leurs parents, ce qui est finalement pas très étonnant. Par contre, dans la catégorie des 25 à 34 ans, vous voyez ici qu'on a, plus de 30 des adultes malades qui vivent chez leurs parents et dans cette tranche d'âge, on a uniquement 4 étudiants. Donc ce ne sont pas que des étudiants qui vivent chez leurs parents. À droite, c'est le niveau d'études qui est représenté et ce qu'on voit, c'est que 47 des adultes malades ayant répondu ont un diplôme, d'études supérieures. On va parler maintenant des enfants malades.
Donc là, ce sont 232 parents qui ont répondu pour leurs enfants. Ici, on a un ratio, filles-garçons qui est un petit peu plus équilibré donc, chez les enfants, pas chez les parents comme on l'a vu tout à l'heure puisqu'on a 85, mamans pour, 15 papas qui ont répondu. 82 de ces enfants sont nés en France et 14 d'entre eux ont bénéficié d'un suivi médical hors de France et on a une répartition, par âge, qui est assez régulière. On a quand même, 8 adultes pour lesquels, un parent a répondu, donc ceux-là ont 18 ans et sont classés dans la catégorie des enfants. Finalement, ce nombre d'enfants paraît, peu par rapport aux données épidémiaux puisqu'effectivement, on l'a vu plus tôt, il y aurait au moins 500 naissances d'enfants qui sont atteints de drépanocytose chaque année en France. Malgré tout, ça permettra quand même d'en savoir un petit peu plus sur, quelle est la vie de ces enfants et puis quelle est la vie de leurs parents également. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de l'état de santé des patients. Donc voilà ce qu'on a vu, pour le moment. Ça mérite d'être creusé un petit peu plus et affiné, effectivement. Mais, ce que les patients nous ont dit dans cette enquête, c'est que sur les 12 derniers mois, 50 d'entre eux, donc là on parle de tous les patients confondus, qu'ils soient adultes ou enfants, 50 d'entre eux ont été hospitalisés pour une crise vaso-occlusive ou un syndrome thoracique aigu sur, les 12 derniers mois, avec en moyenne 3,5 hospitalisations et des chiffres qui sont, relativement similaires, qu'on parle des enfants ou des parents. 14 des enfants et 21 des adultes, ont séjourné dans un service de réanimation sur les 12 derniers mois, avec en moyenne, près de 2 hospitalisations et puis, 41 des enfants et 35 des adultes ont effectué au moins une transfusion sur les 12 derniers mois. On a demandé également, aux personnes si elles avaient déjà eu des interventions chirurgicales, pour des prothèses ou des greffes de moelle osseuse et donc là, 20 des enfants ont déjà eu des interventions et 37 des adultes également et 30 des patients ont bénéficié, au moins durant leur hospitalisation, d'un suivi psychologique en lien avec leur pathologie. Si on regarde de plus près à savoir si c'est un suivi régulier. Là, on descend à 6 des patients, adultes et enfants confondus, qui ont un suivi régulier avec un psychologue. Hem, donc ça, c'est pour les données, quantitatives. En termes qualitatifs, si on aborde, la question de la qualité de vie de ces personnes malades, 1 adulte malade sur 5 estime que sa santé est mauvaise ou très mauvaise et 1 sur 3 dit s'attendre à ce que son état de santé s'aggrave. On s'est intéressé, à la scolarité, de ces patients. La scolarité passée ou la scolarité actuelle pour, les enfants et les étudiants. Donc, 72 des adultes estiment que la maladie a eu un impact sur leur parcours scolaire et 41 des parents estiment que la maladie a un impact à l'heure actuelle sur la scolarité de leur enfant. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est déjà 41 des parents, alors qu'en fait, la moitié des enfants n'est pas encore au collège et il y a déjà un impact sur leur scolarité et 71 des patients encore scolarisés ou étudiants ont été absents à des cours, à cause de leur maladie. Si on s'intéresse, aux étudiants en particulier, 77 d'entre eux ont dû s'absenter de cours à cause de la maladie. On leur a posé la question de savoir, quelles étaient les difficultés qui étaient ressenties dans leur scolarité ou dans les études, et donc si c'était plutôt des difficultés physiques ou intellectuelles. On est à près de, 80 des répondants qui nous disent avoir eu des difficultés, physiques importantes ou légères, dans leur scolarité ou leurs études et puis, pas loin de 50 qui parlent de difficultés intellectuelles.
En matière de situation, professionnelle, matérielle et économique, ici on s'intéresse aux adultes, en général, c'est-à-dire qu'ils soient malades ou qu'ils soient parents d'enfants malades, avec des questions qui sont un petit peu plus spécifiques selon que la personne est malade ou parent. Mais, on a observé la situation professionnelle de l'ensemble des adultes répondants. 28 des actifs qui sont malades estiment avoir été discriminés dans leur carrière du fait de leur maladie. On parle de discrimination, on évoquait des déclassements hiérarchiques, des changements de poste, des pertes de responsabilités, un harcèlement moral ou un refus de droit. Et 65 des personnes qui sont en recherche d'emploi, donc là, c'est parents et personnes malades confondues, estiment que la maladie a pu les pénaliser dans leur recherche d'emploi. À droite, ce que vous pouvez voir, c'est la situation professionnelle, heu, des adultes, selon qu'ils soient parents d'enfants malades en haut ou la personne concernée par la maladie en bas. Et donc, ce que vous voyez, c'est que 30 des parents d'enfants malades sont soit, sans emploi, soit en recherche d'emploi et que 43 des personnes concernées par la maladie sont soit sans emploi, soit, en recherche d'emploi. Heu, dans les personnes, hem, sans emploi, pardon, on parle également des personnes qui sont, au foyer, ce qui peut être le cas pour les parents d'enfants malades qui ne peuvent pas travailler puisqu'ils doivent garder leur enfant. Hem En ce qui concerne la situation, matérielle et économique, de ces familles et de ces personnes, 34 des adultes qui sont malades ont indiqué que leur situation, matérielle et économique financière actuelle leur occasionne du stress ou de l'anxiété et au moins 40 indiquent que la maladie leur a causé des difficultés pour louer un logement. Et 20 des répondants en général, qu'ils soient, personnes malades ou parents d'enfants malades, indiquent avoir renoncé à certains soins ou à des achats de matériel en rapport avec la maladie, sur, l'année passée. Donc, voilà ce qu'on pouvait, d'ores et déjà vous dire sur cette étude. Effectivement, il reste à approfondir l'ensemble de ces résultats et notamment, bien sûr, de savoir si les différences observées entre les groupes sont significatives ou non. Mais ça donne déjà quelques pistes, de réflexion pour la suite. Il me reste à vous remercier et surtout remercier, l'ensemble, des patients et des parents qui ont pris le temps de répondre à cette enquête, qui était, très complète et donc qui pouvait être un petit peu longue pour eux, mais qui sera certainement, pleine de très instructive, pour nous. Merci beaucoup aux professionnels qui nous ont aidés à élaborer les questionnaires et puis, les supports de l'information et puis à toutes les structures qui se sont impliquées dans la diffusion de l'enquête, en particulier la filière MCGRE et tous les professionnels, qui nous ont apporté leur aide et qui ont apporté leur aide, pardon, aux patients pour compléter ces questionnaires et merci enfin à toutes les associations qui ont fait le travail de relayer l'information et en particulier à la FMDT SOS Globi.